Bonjour et bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Moi, Kim Blais-Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle d'un sujet qu'on connaît. On parle du diabète de type 2. Aujourd'hui, on éclaircit le sujet. Oui, c'est présent dans la population, mais on veut parler, c'est quoi le diabète de type 2? C'est quoi les conséquences? Comment qu'on peut faire pour le prévenir? Parce que le patient, la personne qui a un diabète a un réel pouvoir sur sa santé. Puis même avant de développer le diabète, plein de facteurs qui sont modifiables. Fait qu'aujourd'hui, on veut donner des trucs. Absolument. Puis pour faire ça, on a une invitée absolument exceptionnelle, là, Valérie Dionne, qui est une infirmière praticienne spécialisée en cardiologie, qu'on appelle maintenant les infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes. Elle a aussi une deuxième maîtrise en endocrinologie. Elle a fait des projets de recherche. Puis elle travaille dans une clinique de rémission du diabète et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui, la possibilité de renverser la maladie, de récupérer, de guérir d'un diabète de type 2 par les stratégies qu'elle va nous expliquer. Donc, ça va être une super belle discussion de vous donner des outils. À noter là aussi que le diabète, on pourrait parler des heures du diabète. Donc, aujourd'hui, on n'abordera pas toutes les composantes, on n'aborde pas les médicaments, mais vraiment dans l'aspect préventif, qu'est-ce qu'on peut faire? L'alimentation, l'exercice physique, c'est des choses qui reviennent, mais le pourquoi il faut faire les choses. Alors, en espérant que ça vous sera aidant. Bonne écoute! Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et de l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Alors, Valérie, bienvenue à Info IPS. Valérie Dionne. Merci de l'opportunité. C'est un super beau projet de balado. C'est super intéressant. Écoute, c'est un projet balado qu'on a parti pour vraiment redonner aux gens de l'information vulgarisée, vraiment que les gens puissent prendre en charge leur santé puis mieux la comprendre. Puis qui de mieux que des experts dans le contenu pour venir nous parler. Et puis, ton nom nous a été chaleureusement, fortement recommandé pour venir parler du diabète. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Tu es infirmière praticienne spécialisée en cardiologie. Anciennement, la classe de cardiologie, maintenant, on les appelle les IPS en soins aux adultes. Parle-nous un peu de ton parcours. Oui, moi, j'ai commencé comme infirmière, surtout aux soins intensifs à l'Hôtel-Dieu à Montréal. Ensuite de ça, j'ai fait effectivement une spécialisation comme infirmière praticienne en cardiologie. J'ai fait tous mes stages à l'Institut de cardiologie. Finalement, je suis restée là pour ma pratique. Et j'ai travaillé là au moins une dizaine d'années. J'ai fait autant de la cardiologie générale que du post-op de chirurgie cardiaque, de l'urgence. J'ai fait beaucoup de suivi d'insuffisance cardiaque et aussi durant la COVID, là, des soins palliatifs pour nos patients de l'Institut de cardiologie. Puis finalement, en 2020, j'ai décidé que je voulais plus me spécialiser encore et c'est la prévention cardiovasculaire qui a été mon choix. Il y avait une nouvelle clinique qui était au Centre EPIC, le Centre de médecine préventive de l'Institut de cardiologie de Montréal, et où il y avait de la prévention et de la rémission du diabète de type 2. Parce que c'est un facteur de risque important là, pour le développement de la maladie coronarienne. Donc, j'ai été voir s'ils voudraient bien là, que je puisse participer à certains projets de recherche. Et j'ai proposé aussi un projet un projet pilote là, pour évaluer là, l'impact d'une intervention comme ils faisaient à leur clinique sur la rémission du diabète de type 2. Donc, guérir du diabète. Oui, exactement. C'est ce qu'on va éclaircir un petit peu aujourd'hui. Tu as fait ta technique infirmière? Tu as fait est-ce que tu as fait le bac initial? Oui, j'ai fait le bac, effectivement, initial. Le bac initial, OK. Oui. OK, oui. Excellent. Oui. Pour après ça, aller faire ta maîtrise en cardiologie. Exactement, une maîtrise en cardiologie. Puis là, pour réaliser le projet de recherche sur le diabète,
eh bien, j'ai fait une autre maîtrise en sciences biomédicales. J'ai pu travailler avec une équipe de recherche là, vraiment exceptionnelle qui était au centre EPIC. Et puis, ça m'a aussi permis de faire un stage clinique en endocrinologie là, qui m'a permis de mieux comprendre le diabète de type 2 et ses liens avec la maladie coronarienne. Puis les hormones, quand on parle de maladie coronarienne, les maladies du cœur. Oui. Donc, par exemple, les infarctus. Infarctus, crise de cœur. Exact. Super. Donc là, on part ça. Je pense qu'on a fait un bon choix d'inviter Valérie. Oui. Je suis déjà impressionnée. Donc là, on y va avec des vrais ou faux, en rafale. On ne développe pas tout de suite. Dans le fond, nos auditeurs vont trouver les réponses un petit peu plus tard. Donc, on y va en rafale, puis on vous pose nos questions. Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Le diabète de type 2 est une maladie chronique irréversible. Faux. Donc, seuls les médicaments peuvent contrôler le diabète. Faux. Le diabète de type 2 touche uniquement les personnes en surpoids. Faux. Les sucres naturels, comme par exemple ceux qu'on retrouve dans les fruits, n'affecteraient pas la glycémie. Faux. Les symptômes du diabète de type 2 apparaissent graduellement et passent souvent inaperçus. Vrai. Le diabète de type 2 augmente le risque de maladies cardiovasculaires, donc les infarctus, les AVC. Vrai. De mauvaises habitudes de sommeil peuvent nuire à la régulation du glucose et augmenter nos risques de développer un diabète de type 2. Vrai. Et finalement, le stress peut aggraver le diabète de type 2. Vrai. Dans ta pratique, on est curieuse, on le demande à souvent toutes nos émissions. As-tu un mythe, une croyance que tu vois en termes de, au sein de la population avec qui tu travailles, avec les patients, quelque chose que tu pourrais nous partager en lien avec le diabète? Des fausses croyances là, qu'on voit souvent. Oui, bien, je dirais qu'il y en a peut-être deux. Premièrement, que le diabète, bien, une fois qu'il y a un diagnostic, que peut-être qu'il n'y a plus rien à faire. T'sais, on doit prendre des médicaments, puis éventuellement, on va devoir ajouter d'autres médicaments, que c'est une maladie qui est progressive. Il y a du vrai là-dedans, mais en fait, c'est important que les patients, je pense, soient au courant, au moins au moment du diagnostic, qu'ils ont un certain contrôle sur leur maladie. Et que s'il y a une amélioration ou un changement de leurs habitudes de vie, il y a quand même des choses qui peuvent être améliorées. Puis des fois, ça peut même renverser leur diagnostic de diabète de type 2. Donc, je pense que ça, c'est une information importante. C'est sûr que ça demeure un défi d'avoir accès à un support pour les patients, des rendez-vous avec des nutritionnistes, des rendez-vous avec des spécialistes de l'exercice. Donc, parfois, je pense que c'est aussi ce manque d'accès-là à des professionnels qui peuvent les aider qui fait que les patients, bien, on leur a parlé des médicaments, mais peut-être moins des autres options. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui devrait être un petit peu plus discuté. Oui. Est-ce que c'est nécessaire pour que les gens doivent avoir ce type de support-là ou c'est possible de le faire par soi-même avec des bons conseils? Bien, je dirais qu'il y a certainement certaines personnes qui sont capables par elles-mêmes, qui vont être débrouillards, qui vont aussi aller trouver des informations pertinentes, des livres. Je dirais que ce que je vois en clinique, c'est que la plupart des gens vont avoir besoin de support. OK. Ça arrive souvent quand même que les patients arrivent dans mon bureau puis disent, bien, écoutez, moi, j'ai essayé par moi-même, par exemple, de perdre un peu de poids, d'améliorer. J'ai pas été capable. Et puis, quand ils font notre programme qui est disponible au Centre EPIC pendant 1 an, bien, à force de avoir accès à des informations, des trucs concrets pour l'implanter dans leur vie, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, bien, ils finissent par être capables de le faire. Après, bien, c'est sûr qu'il y a une partie de maintien qui leur revient. C'est ça, j'allais dire, la constance. C'est ça qui est le mot-clé. C'est ça. C'est sûr. Effectivement, la part du patient va demeurer, là, il faut qu'il s'engage dans sa santé. En même temps, j'ai l'impression que ça devrait faire partie des soins qu'on offre dans notre système public. Ouais. C'est quoi? Bien, en fait, t'avais deux fausses croyances. On en a parlé de une. Oui, effectivement. Bien, c'est que quand même, je pense que la rémission du diabète et le fait qu'on peut avoir un contrôle, il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont au courant. Il y a des patients qui nous en parlent. Ils disent, j'ai entendu parler de ça, la rémission, j'aimerais ça faire ça. Et puis, c'est bien. Il demeure qu'il y a certaines personnes qui ont une prédisposition génétique très forte pour le développement du diabète de type 2 et pour, je dirais,
sous-population-là, ça va être quand même difficile de complètement renverser ou de ne plus avoir aucun médicament. Dans tous les cas, ils vont pouvoir s'améliorer. Ouais. Mais des fois, il y a certains patients qui sont déçus parce qu'ils pensaient que la rémission, ben c'était tout le monde pareil, tout le monde pouvait le faire, puis pourquoi eux? Mais il y a un aspect génétique dans le diabète de type 2 là, pour toute personne, puis chez certaines personnes, c'est plus fort que d'autres. On pourra en reparler un petit peu plus loin. Je pense que ce serait important qu'on définisse qu'est-ce que le diabète pour que les gens puissent bien comprendre. Puis après, on pourra aborder en fait, qu'est-ce qui arrive au niveau génétique puis qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile pour certaines personnes. Alors, on part ça. Oui. Valérie, comment est-ce que tu expliquerais c'est quoi le diabète? C'est le pancréas, habituellement, va sécréter certaines hormones. La principale, c'est l'insuline, qui va permettre la régulation du sucre dans la circulation sanguine. Ouais. Donc, quand les cellules du pancréas ne sont plus en mesure de sécréter suffisamment d'insuline, le sucre va pas pouvoir être utilisé par les organes. Il va rester dans la circulation. C'est là qu'il va avoir une hyperglycémie. Le taux de sucre dans le sang va augmenter. Et ça, c'est pas intéressant pour les vaisseaux. Ça crée de l'inflammation, ça peut amener certaines maladies, là, le fait que le sucre dans le sang augmente. Fait qu'est-ce qu'on pourrait dire que l'insuline, c'est comme la clé qui fait débarrer la porte des cellules pour que le sucre rentre dans les cellules. Tout à fait. Fait que s'il y a moins d'insuline en circulation, le sucre ne peut pas rentrer à la porte, là, c'est comme s'il restait toujours fermé. Donc, à ce moment-là, on comprend que le sucre s'accumule dans le sang, puis là, il y a des conséquences à ça. Autre que l'insuline, qu'est-ce qui peut permettre de faire rentrer le sucre dans les cellules? C'est sûr que si on parle de diabète de type 2, ouais. Une des composantes là, qui est la physiologie de pourquoi il y a cette maladie-là, c'est la résistance à l'insuline. Ouais. Donc, c'est pas qu'il y a un manque d'insuline, c'est qu'il y en a trop parce que le pancréas a été amené à sécréter trop d'insuline. Puis on pourra peut-être revenir là, sur exactement qu'est-ce qui a fait ça. Mais pour répondre à ta question, s'il y a une résistance à l'insuline, ça veut dire que les muscles se sont bloqués les capteurs. Et effectivement, de faire de la musculation va venir faire réouvrir les capteurs, resensibiliser les capteurs. Puis la résistance à l'insuline va être améliorée. Diminuée, oui. Oui, et là, effectivement, les sucres vont être mieux utilisés. L'insuline va pouvoir jouer davantage son rôle. Ouais. Je comprends. Puis, diabète de type 2, on parle souvent aussi au niveau du poids. On parle un petit peu au niveau du gras abdominal aussi. En quoi le gras ou le tissu adipeux pourrait venir nuire justement puis occasionner un diabète de type 2? Bien, c'est vraiment la pathophysiologie de cette maladie-là. Ça veut dire que pendant un certain temps, il y a eu trop de nutriments en circulation pour la dépense énergétique. Et puis, génétiquement, chaque personne a une capacité très individuelle d'accumuler du gras dans l'endroit qui est prévu pour ça, soit les adipocytes. Donc, c'est en sous-cutané. Et c'est pas nécessairement un problème. La question d'accumuler du gras, c'est un processus de survie pour l'être humain. Mm-hmm. C'est pour qu'on ait accès à des réserves d'énergie si jamais il y a des périodes où on a moins accès à la nourriture. Ce qui arrive plus aujourd'hui. Oui, puis on a besoin de sucre. Exactement. On en a besoin. Exactement. Cependant, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les cellules adipeuses, ils peuvent dire tout d'un coup, ben là, c'est fini, il n'y a plus de place. Ouais. Puis, ils sont saturés. Ils sont saturés, exactement. Mais le corps voit qu'il y a en circulation, il y a encore trop de sucre ou trop de nutriments et il ne va pas vouloir laisser ça comme ça. C'est une question de survie, encore une fois. Le corps se défend, il ne veut pas laisser la glycémie augmenter. Donc, il va demander au pancréas de sursécréter de l'insuline pour forcer la mise en réserve. Et la mise en réserve va commencer à se faire dans la masse maigre. Donc, la masse maigre, c'est les muscles, les organes, comme le foie, le pancréas. Et ça va créer un milieu inflammatoire. Les organes ne vont pas aimer ce qui arrive. Fait qu'ils vont se bloquer à l'insuline, ils vont vouloir se défendre. Mais le corps va dire, ma priorité, c'est quand même d'enlever les surplus de sucre de la circulation. Le processus peut se poursuivre sur des années, en fait. Et puis, le pancréas va sécréter toujours plus d'insuline.
ce qu'on appelle la graisse viscérale, en fait, on pourrait dire que c'est la graisse ectopique, parce qu'on parle beaucoup de la graisse qui est en abdominal. Effectivement, elle est néfaste pour la santé, dans le foie, dans le pancréas, mais dans les muscles, il y en a aussi, même dans le cœur. Il peut y avoir des dépôts de gras. Et puis, ce qui est intéressant avec ça, c'est de comprendre que la capacité du pancréas à compenser, à sécréter beaucoup d'insuline est très différente d'une personne à l'autre. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens qu'on pourrait dire, quand on les voit, qui sont plutôt minces, mais ils ont quand même développé le diabète. Parce que rapidement, quand ce processus-là a commencé, ils peuvent accumuler un peu de graisse viscérale, mais rapidement, leur pancréas a démissionné. Il a dit, ben écoute, non, je peux pas sécréter plus d'insuline, là, tu me demandes trop. Et puis ça, génétiquement, leurs cellules du pancréas n'ont pas cette possibilité-là de compenser. Alors qu'il y a d'autres personnes qui, pendant des années, ils vont accumuler, puis ont des quantités de graisse ectopique quand même importantes. Et puis c'est juste après peut-être 10 ans qu'ils vont développer le diabète, ou peut-être même ne le développeront pas, mais ils vont développer quand même des problèmes liés à la graisse ectopique, comme le foie gras ou d'autres problèmes. Comme il y a une cardiomyopathie qui existe, qui est due au dépôt de graisse dans le cœur. Au dépôt de graisse. Donc, une maladie du cœur, oui, quand exactement. on parle. Oui. Le prédiabète, on en parle un petit peu aussi. Comment tu l'abordes avec tes patients, ou comment tu pourrais l'expliquer à nos auditeurs au niveau du développement du prédiabète? Moi, je le sonne tout le temps comme un petit signal d'alarme à nos gens. Bien, c'est sûr que c'est plutôt au niveau de la communauté scientifique où on s'est donné des valeurs à partir desquelles on pense que c'est une bonne idée d'aviser les patients que la glycémie commence à augmenter. Parce qu'on sait que s'il n'y a aucun changement d'habitude de vie qui est fait à partir de ce moment-là, eh bien, probablement que dans 5 ans, il va y avoir l'apparition d'un diabète. Donc, c'est une opportunité, c'est une fenêtre d'opportunité de vraiment faire des changements à ce moment-là. Surtout que les études sont très claires que quand on a le prédiabète, c'est beaucoup plus efficace de faire des changements d'habitude de vie que d'y aller avec les médicaments. Donc ça, puis il y a l'étude danoise là, de prévention du diabète qui a étudié le metformin versus les habitudes de vie, puis a montré une supériorité importante des habitudes de vie. Puis ils ont aussi suivi les patients prédiabétiques pendant 10 ans. Puis, il y a certains éléments des habitudes de vie que si ils cochaient oui à toutes ces bonnes habitudes de vie-là, il n'y a aucun des patients qui est devenu diabétique au bout de 10 ans. Donc, ça, c'est une chose que que j'aime discuter avec mes patients prédiabétiques. Donc, c'est de faire au moins 30 minutes d'activité par jour ou l'équivalent dans la semaine, d'avoir une consommation de fibres importante. Et donc, là, on parle des légumes, on parle des grains entiers, donc une alimentation qui est non raffinée. Et se tenir loin des gras saturés, aller plutôt vers des bons gras, des monoinsaturés, polyinsaturés, et d'arriver, mettons, à partir du diagnostic du prédiabète, d'avoir une perte de poids autour de 5 du poids initial et de le maintenir pendant ces 10 ans-là. C'est pas tant que ça, 5 non. Mais tout est dans le maintien. Il vaut mieux avoir une petite perte de poids, avoir des bonnes habitudes de vie, les maintenir au long terme, puis que ça soit quelque chose qui n'est pas trop rigoureux, mais qu'on est capable de maintenir. On parle de diabète de type 2, on parle aussi du diabète de type 1. Si on veut juste faire la distinction entre les deux, qu'est-ce qu'on pourrait nommer? On le sait souvent, le diabète de type 1, les gens prennent de l'insuline. Comment qu'on pourrait les différencier autrement? Le type 1 et type 2? Oui. Ouais. C'est vraiment deux maladies complètement différentes. Dans les deux cas, le pancréas a des difficultés, c'est sûr, mais dans le type 1, c'est qu'il est atteint par une maladie de façon immunitaire. C'est une maladie auto-immune et les cellules du pancréas sont détruites. Ils ne sont plus capables de sécréter d'insuline. Et donc, effectivement, la glycémie, le sucre dans le sang va augmenter parce qu'il n'y a plus d'insuline. Et donc, les organes ne pourront plus utiliser le sucre. Et il va y avoir une perte de poids importante. Et ça peut être vraiment très dangereux comme maladie. Là. Ça peut même mener là, au décès là, si les organes ne peuvent plus avoir accès à aucun substrat énergétique. Là. Donc, souvent diagnostiqué durant l'enfance, puis de comprendre que les gens, pour vivre, ont besoin d'insuline avec un diabète de type 1.
Oui, effectivement. Le diabète de type 1, le plus courant est effectivement dans l'enfance ou l'adolescence, jeune adulte. Il y a quand même une sous-catégorie du type 1 qui s'appelle le diabète LADA, qui est le diabète de type 1 de l'adulte, qu'on pourrait dire, qui peut arriver plutôt dans la trentaine, dans la quarantaine, et qui a une forme beaucoup moins agressive que le type 1 qu'on connaît là, de l'enfant. Et parfois, le diagnostic est un peu retardé parce que vu que c'est progressif, il y a pas la glycémie, oui, va augmenter, puis rapidement, on va devoir ajouter plusieurs molécules, plusieurs médicaments pour gérer la glycémie, mais des fois, on va pas nécessairement devoir se rendre à l'insuline aussi vite que dans le type 1 de l'enfant. Parfait. Puis ça serait quoi le ratio? Là, il y a beaucoup plus de diabète de type 2. On lisait là, 90%, puis environ 10% de type 1. Oui. Puis, on parle souvent aussi de santé métabolique. Hein? On parle de la santé en général. Je pense que le terme santé métabolique prend de plus en plus d'ampleur. Comment on expliquerait ça si on est métaboliquement sain? Oui, bien, encore une fois, je pense qu'il y a sûrement plusieurs bonnes définitions. Moi, je dirais qu'une chose qui est assez importante en santé métabolique, c'est justement la question de la graisse qui s'est infiltrée dans la masse maigre et qui va venir créer de l'inflammation et vraiment des dysfonctions du métabolisme. Donc, ça peut avoir un impact sur le développement du diabète, de l'hypertension, du cholestérol élevé, juste le fait d'avoir de la graisse abdominale, donc un taux de taille augmenté et associé aussi à un mauvais pronostic. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... toutes les composantes qui sont liées à la santé métabolique. Puis, donc, c'est pour ça que de plus en plus, on s'intéresse à ça en cardiologie parce que ces éléments-là sont des facteurs de risque importants de la maladie coronarienne qui vont favoriser le développement de l'athérosclérose, des plaques de cholestérol dans le sang. Donc, on veut bien gérer ces facteurs de risque-là, idéalement les éviter avec des bonnes habitudes de vie. Et puis, ça devient multidisciplinaire aussi, la cardio, mais aussi l'endocrinologie, la néphrologie, même au niveau hépatologie, parce que il y a le foie gras qui est aussi un facteur de risque qui peut être développé quand il y a de la graisse ectopique. Donc, tout ça devient, là, je dirais... actuellement une nouvelle science. Là, je dirais, on s'intéresse à tous les liens entre les différentes spécialités. Donc, c'est une maladie qui est préoccupante, le diabète de type 2. Oui, dans un sens, on ne devrait pas le banaliser parce que ça peut amener des problèmes surtout au niveau des vaisseaux sanguins et éventuellement peut-être là, augmenter le risque d'AVC, le risque d'infarctus, là, quand même, c'est pas banal. Puis, non, c'est sûr que habituellement, les gens, moi, mes patients, ils sont pas contents, là, dans le sens qu'ils ont vu des gens de leur famille qui ont eu des complications, ils se rendent compte que le diabète, c'est une maladie qu'on veut pas avoir. Hein? Insidieuse. Puis tu disais des complications. Ce serait quoi les complications que les gens pourraient avoir avec le diabète de type 2? C'est sûr qu'au niveau des reins, c'est très difficile pour les reins d'avoir des taux de glycémie qui sont élevés. Donc, ça peut mener à la dialyse même éventuellement, si c'est pas bien contrôlé. Et puis, au niveau des petits nerfs ou des faisceaux, ça peut amener des mauvaises circulations sanguines dans les extrémités. Donc, dans les cas là, vraiment sévères, ça peut mener à certaines amputations. Quand même, c'est la cause, le diabète de type 2, le diabète en général, c'est la cause principale d'amputations non traumatiques. Ça veut dire, on met des gens qui ont eu des accidents, mais sinon, pour les causes d'amputation, c'est la première. Et tout ce qui est vaisseaux sanguins, on a parlé, les AVC, les infarctus, ça peut amener ça. Fait que je pense qu'il faut comprendre, puis tu me corriges, mais essentiellement, tu sais, toute forme de diabète, là, que ce soit de type 1 ou type 2, mais là, on parle vraiment du type 2, c'est une condition avec laquelle le corps arrive moins bien à réguler le taux de sucre. Notre taux de sucre augmente dans le sang. Cette élévation-là fait qu'on a de l'inflammation beaucoup dans nos vaisseaux. Ça abîme nos vaisseaux. Puis comme tu nommais les problématiques au niveau des reins, au niveau des extrémités, au niveau des nerfs,
c'est là où les vaisseaux sont les plus petits. Fait que les plus petits vaisseaux sont atteints en premier. On parle souvent là, de problèmes au niveau des yeux aussi. Fait qu'il faut imaginer que tout ce qui est vraiment le plus petit, c'est plus fragile. Puis c'est là où ça va être affecté en premier. Puis c'est des conséquences qui prennent du temps à arriver, puis qui peuvent prendre du temps à avoir des symptômes aussi. Fait que c'est pour ça qu'ils peuvent être irréversibles aussi. Absolument. En termes de conséquences. Oui, fait qu'on veut pas faire peur, mais essentiellement, tu sais, je trouve intéressant quand tu parlais de santé métabolique, on essaye de plus en plus, là, puis peut-être dans la recherche, vous êtes là aussi, on veut travailler en amont, on veut vraiment être plus dans le préventif que d'être dans le curatif, parce qu'une fois que les choses sont là, c'est un peu difficile de s'en défaire, mais là, c'est une très bonne nouvelle qu'on entend, que de savoir que le diabète diabète de type 2 pourrait être renversé. Fait que c'est ça pourquoi on est là aussi, pour vraiment mobiliser les gens à mieux comprendre, puis de commencer jeune, parce que on peut le faire plus tard, mais c'est plus difficile. Ils ont quel âge tes patients? C'est-tu des gens t'as-tu des jeunes patients qui ont des diabètes de type 2? Oui, quand le diabète de type 2 arrive chez une personne dans la vingtaine, trentaine, souvent, c'est une forme quand même plus sévère. Moi, c'est ce que je vois en pratique, là. Peut-être pas tout le temps, mais habituellement, c'est quand même plus difficile à renverser là, quand c'est arrivé à 20 ans, 30 ans. Mais dans tous les cas, quand ils s'inscrivent dans un programme comme le nôtre, là, où ils sont vraiment motivés, s'engager à changer leurs habitudes de vie, ils peuvent certainement s'améliorer beaucoup. Moi, dans mon projet de recherche, il y avait, je dirais, 2 personnes, on pourrait dire plus jeunes, là, que le diabète était apparu dans la trentaine. Diabète de type 2, là, associé à un moment de leur vie où ils avaient pris plus de poids, où il y avait moins de temps pour s'entraîner, il y avait plus de stress, des choses comme ça. Donc, et puis, quand ils sont arrivés dans mon projet de recherche, il y avait dans la quarantaine. Et puis, ils étaient rendus à un moment où leur diabète devenait de plus en plus sévère. Leur médecin leur avait dit qu'il va falloir bientôt peut-être penser à l'insuline, ou ils avaient essayé des médicaments comme les sulfonylurés qui... C'est un médicament pour abaisser la glycémie. Exactement, mais il y a un profil quand même qui est très bon pour abaisser la glycémie, effectivement, mais qui peut amener des hypoglycémies. Oui, c'est ça, des fois trop. Puis ça devient un peu paradoxal parce que des fois, les patients veulent s'améliorer en faisant plus d'exercices, mais là, si tout d'un coup, ils augmentent, ils font de l'exercice intense, c'est des médicaments qui peuvent amener des hypoglycémies. Puis des gains de poids. Du gain de poids aussi. Donc, tu sais, ils deviennent un petit peu, ils savent plus trop quoi faire. Là, après, ils ont peur de faire de l'exercice pour pas faire d'hypoglycémie. Donc, dans les 2 cas, on veut leur offrir au moins d'éviter l'insuline ou de pouvoir enlever le médicament qui leur cause des effets secondaires. Fait que dans ces 2 cas-là, les patients dont je vous parle, on a pu faire ça, on a pu leur offrir ça. Donc, l'amélioration de leur alimentation et un mode de vie actif leur a permis de ne pas progresser vers l'insuline et d'enlever certains médicaments pour lesquels ils avaient des effets secondaires. Ils ont gardé une partie de leur médication, mais c'est quand même un gros gain de pouvoir améliorer leur qualité de vie et la gestion de leur glycémie, donc moins de complications à long terme. Donc ça, c'est pour une population peut-être plus jeune, mais moi, une des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes dans mon projet, c'est que les études actuellement en rémission du diabète, c'est fait chez des populations quand même plus jeunes, mettons 50 ans, 60 ans, alors que dans mon projet, j'ouvrais jusqu'à 80. OK. Mm-hmm. Et puis, j'ai eu quand même j'ai eu quelques personnes qui étaient en haut de 75 ans et ça faisait peut-être 20 ans qu'il y avait un diabète, peut-être un diabète pas très sévère, il y avait une petite dose de médicaments. Et puis, ils se sont vraiment engagés, à faire un programme d'exercice quand même intense et puis des changements alimentaires, même si ça faisait quand même, on a l'habitude de dire quand on a un certain âge, on peut plus faire de changements ou, il faut pas... C'est des habitudes. C'est ça, exactement. Mais eux, ils avaient vraiment à cœur de renverser ce diagnostic-là et ils l'ont fait. Et puis, de voir à quel point ils ont amélioré leur composition corporelle, augmenté leur masse musculaire, diminué la graisse viscérale. Même, là, il en avait un à 79 ans. Quand je lui ai annoncé qu'il y avait la rémission de son diabète, là, il a essayé de pleurer. Oh, une belle nouvelle. Puis, tu sais, c'est... Une fierté aussi, hein? Ouais. C'est comme si c'était un combat un petit peu, là. Je peux imaginer. Exactement. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment associé, là, à une longévité en santé.
Tellement. Peut-être qu'il y a 80, mais peut-être les 10 prochaines années, il s'est offert le plus beau cadeau qu'il aurait jamais pu s'offrir. 100%, comme quelqu'un qui arrêterait de fumer. Tu sais, je pense que... Puis c'est vraiment intéressant, Valérie, ce que tu dis. Moi, j'ai eu quelques patients à qui j'ai annoncé qu'ils avaient un diabète de type 2, puis ils ne voulaient pas de médicaments. Ils ont dit, attends, donne-moi du temps, là. On va recontrôler dans 6 mois. C'était pas un diabète qui était carabiné, là, mais essentiellement, cette annonce-là a vraiment fait un déclic. Puis ils ont réussi ils ont coupé l'alcool, ils ont vraiment fait des meilleurs choix alimentaires, ils se sont mis à bouger, puis les bilans se sont normalisés, puis je trouve ça merveilleux, puis on n'a pas eu à débuter de la médication, fait qu'il y a moyen d'y arriver avec de la détermination, de l'accompagnement pour ceux qui en auraient besoin, mais des fois, ça peut sembler être une montagne, mais c'est des petits gestes quotidiennement qui peuvent faire une différence, puis progressivement amener à un rétablissement. Là, c'est vraiment, vraiment une belle nouvelle. Oui. En termes de rétablissement, par exemple, quelqu'un qui a un diabète, on sait que c'est une maladie qui est chronique. Au niveau de notre dossier de santé, c'est inscrit, diabète de type 2. En termes on le renverse, OK, mais est-ce qu'on peut le retirer complètement, ce diagnostic-là? Oui, ben c'est une bonne question. Je dirais que je pense qu'on est au début de la réflexion par rapport à ça. Moi, j'ai vu dans mon centre qu'il y a peut-être 2 patients qui ont fait la demande parce qu'il y avait un impact sur leur voyage, sur les frais, de la rassurance et tout. Et puis, je sais que là, on a soumis ça à l'endocrinologue et puis on était quand même un peu en questionnement. Puis, je pense que dans certains cas, elle a effectivement écrit une lettre comme quoi le diabète était renversé. Et puis, je pense que quand on commence à vraiment s'intéresser à la rémission du diabète, puis on développe une expertise, on est aussi quand même capable là, de voir est-ce que c'est quelque chose que le patient demeure très à risque, là, il demeure très limite, ou c'est vraiment quelqu'un qui est très ancré dans ses nouvelles habitudes de vie, qui a un bon profil génétique, un bon pancréas, et puis que là, on sent vraiment que c'est pour durer, là, t'sais. Alors, je pense que là, il y a un jugement clinique là, qui doit être posé là, par quelqu'un qui est peut-être plus habitué là, à gérer la question de la rémission du diabète de type 2. Ouais. Donc, il demeure à risque. Par contre, avec tous les changements qu'il a apportés, bon choix alimentaire, des activités physiques, par la suite, on est capable de le contrôler sans médicaments. Ça serait quoi les symptômes associés au diabète? Habituellement, on a très soif, et puis on urine beaucoup, et puis on peut aussi avoir plus faim. Donc, habituellement, ça, c'est ces symptômes-là qui vont être les premiers là, qui vont arriver. Il faut s'imaginer que le corps est en train d'essayer de trouver des mécanismes pour compenser. Fait que il y a trop de sucre dans votre sang. On a soif pour essayer de diluer ce sucre-là. Le fait d'uriner, c'est notre système qui cherche à éliminer l'excès de sucre dans notre sang, donc qui est filtré par les reins. Puis, pourquoi on aurait plus faim? Oui, bien, c'est sûr que dans le diabète de type 1, les organes n'ont plus accès au sucre parce qu'ils n'ont plus d'insuline. Donc, ils sont vraiment en train de mourir de faim. Donc, ils envoient des signaux au cerveau de dire, il faut que tu m'envoies de l'énergie, là, j'en ai plus. Alors qu'il y en a plein déjà dans les vaisseaux, mais ils ne peuvent pas y avoir accès. Et puis, dans le diabète de type 2, en fait, ça dépend un peu de la question de la faim, mais c'est sûr que quand il y a beaucoup d'insuline, ça peut amener plus de faim parce que, en fait, le corps, c'est une insuline qui fait prendre, c'est une insuline de stockage. Ouais. C'est une hormone de stockage, l'insuline. Donc, ce que ça fait, c'est que le corps a beaucoup de difficulté à utiliser ses propres réserves pour se nourrir. Il est toujours en mode stocker. Et le corps, quand l'insuline est élevée, va recevoir des signaux de faim là, dans ce processus-là. Comment qu'on le diagnostique? On le diagnostique beaucoup plus à partir de 40 ans. Puis c'est préoccupant parce que de plus en plus de jeunes, même des enfants, tu sais, avec l'obésité qui est quand même un fléau mondial, là, de plus en plus d'enfants ont de l'obésité. Puis maintenant, de l'hypertension, du cholestérol. Des foie gras. Du diabète. Comment qu'on le diagnostique, le diabète de type 2? Oui, c'est par une prise de sang. Donc, on peut voir la glycémie. Juste par une glycémie capillaire, on pourrait le voir là, que ce soit trop élevé. Mais si on fait une prise de sang le plus étendue, on peut utiliser l'hémoglobine glyquée qui va nous donner le reflet de la glycémie dans le dernier 3 mois.
La façon que ça fonctionne, c'est que quand dans le sang, il y a des globules rouges et il y a du sucre. Et le sucre va laisser des petites marques sur les globules rouges. Et ça, c'est normal pour tout le monde. C'est juste que ça nous permet de quantifier le nombre, en regardant le nombre de petites marques, le nombre de sucre qu'il y a eu dans notre sang durant le dernier 3 mois. Et ça permet aussi de prendre en compte tous les pics de glycémie parce que à jeun, une glycémie peut, après une nuit là, où on n'a pas mangé, la glycémie pourrait être pas très élevée, mais l'hémoglobine glyquée pourrait être quand même dans les niveaux de prédiabète ou de diabète si la personne a des pics de glycémie répétés là, après les repas. Puis la petite hémoglobine glyquée, c'est comme la petite carte mémoire dans les derniers 3 mois au niveau de notre taux de sucre. Puis, comme une moyenne. Exact. Alors qu'elle ne voit pas la fluctuation. Elle nous donne la moyenne dans les derniers 3 mois, ce qui correspond au cycle de la vie d'un globule rouge. Là. Je pense que c'est exactement pour ça qu'on le fait aux 3 mois. Mais ça ne nous donne pas le portrait, par exemple, quand on est à jeun puis qu'on n'a pas ingéré des sucres. C'est quoi le niveau de base de votre sucre en circulation? Donc, c'est bien de faire la différence. Puis ça prend 2 valeurs. Pour faire le diagnostic, 2 valeurs. oui. Oui, exactement. Pas juste une valeur dans une prise de sang, là, donc on en voudrait 2. Oui. Exact. Qui qu'on dépiste pour le diabète? C'est qui Bien, c'est sûr qu'aussitôt qu'il y a un changement dans la vie de la personne qui fait qu'elle a pris du poids, je pense que ça serait une bonne idée. Je pense que traditionnellement, on disait en haut de 40 ans, il faudrait qu'il y ait un dépistage. Bien, de nos jours, là, avec, comme vous avez dit, là, il y a des problèmes là, des personnes qui sont atteintes là, d'obésité peut-être plus jeunes, là, à 30 ans, 20 ans. Je pense que dans ces cas-là où on a un doute là, qu'il y a d'accumulation de graisse viscérale, que le pancréas peut être en situation de devoir compenser, là, je pense que c'est quand même une bonne idée là, de faire un dépistage plus tôt. On va le faire aussi ponctuellement hein, si les gens se plaignent de fatigue, une fatigue qui serait un peu inexpliquée. Là. On est tous dans des vies de superstars. Je sais pas qu'est-ce que tu essentiellement, veux dire. je pense qu'il y a en fait, ça s'insère dans la fiche de prévention clinique. Le clinicien, l'infirmière praticienne ou le médecin de famille va faire l'évaluation des facteurs de risque pour développer un diabète. Puis à ce moment-là, on va faire le dépistage. C'est quoi ces facteurs de risque-là? On en a mentionné, là, l'obésité, le surpoids. Quels seraient d'autres facteurs de risque? Pour développer le diabète de type 2, bien, la question d'être sédentaire. Oui. Donc, effectivement, si on a un travail assis toute la journée, qu'on utilise l'auto, que le soir, on n'a pas nécessairement un mode où on va aller s'entraîner, où on va avoir une dépense énergétique, là, si on est sédentaire. Au niveau de la qualité nutritionnelle, ben si c'est des consommations plus de restos, de produits transformés, des sucres ajoutés, des boissons gazeuses, des jus, ça, c'est des choses qui peuvent favoriser la prise de poids puis le diabète de type 2. Un mauvais sommeil aussi, ou des gens qui travaillent sur des chiffres. Les horaires de nuit. Les horaires de nuit, exactement. C'est sûr qu'un bon sommeil, ça va permettre que durant la nuit, il y a quand même une homéostasie qui est faite. Là. Il y a un équilibre. Un équilibre, c'est ça, exactement. Donc, et puis, c'est important, hein, toute la question de l'insuline, il y a un cycle circadien, donc sur 24 heures. Là, donc, idéalement, il faudrait qu'il y ait au moins 3 heures entre la dernière bouchée et le sommeil pour permettre à l'insuline de diminuer et puis que durant la nuit, on utilise nos réserves. Après une bonne nuit de sommeil, on devrait se lever plus léger. Parce que le corps a utilisé nos réserves, a fait un ménage d'un surplus de nutriments qu'il y avait en circulation durant la nuit. Il a utilisé ça pour faire de l'énergie puis survivre durant la nuit. Okay. Donc, quand on a un mauvais sommeil, bien, ça perturbe aussi nos signaux de faim. On va se lever, si on a passé une mauvaise nuit, on va se lever le matin. Puis, ça, c'est très bien décrit. Il y a on va avoir plus le goût de manger du sucre ou manger quelque chose de réconfortant. Donc, ça va perturber, avoir faim, alors que c'est pas vraiment une vraie faim. C'est pas une faim physiologique, c'est plus une faim émotionnelle. C'est-tu la gréline qui fait ça? On en a parlé. Tu fais le lien, hein? Oui, c'est ça, exactement. Ça peut jouer au niveau des hormones, effectivement. Il y a les médicaments pharmacaux qu'on connaît. Puis si on veut combiner avec notre non-pharmaco, ça serait quoi qui serait le plus payant pour la gestion de notre diabète de type 2? Qu'est-ce que tu dis à tes patients de faire? Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que moi, je suis dans une clinique où on a une visée de renverser la maladie.
Donc, ça peut être un petit peu différent, là, ce qu'on dit aux patients, parce que c'est un petit peu notre objectif. C'est sûr que nos centres EPIC, ce qui a été développé, il y a 3 piliers importants. Donc, la diète méditerranéenne, qui est essentiellement de passer d'une alimentation qui est transformée à une alimentation non raffinée. Ça, c'est vraiment la base de notre programme. Donc, les nutritionnistes ont développé des outils pour aider les gens à comprendre c'est quoi un aliment ultra transformé, avec les 4 catégories, le NOVA. Et puis, de les reconnaître, premièrement, de comprendre pourquoi il faudrait les éviter le plus possible et aller vers le régime méditerranéen. C'est des légumes, des fruits, des grains, du poisson. Du poisson, moins de viande rouge, de l'alcool de façon modérée, plus de l'eau que d'aller vers le jus ou les boissons gazeuses. Donc, ça, c'est le premier pilier, c'est la qualité alimentaire. Ouais. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la chrononutrition, on pourrait l'appeler. Donc, on parle beaucoup de jeûne intermittent, mais à la base, là, il faut comprendre que physiologiquement, le corps humain a besoin d'au moins 12 heures sans manger par jour, juste pour maintenir un bon fonctionnement. Donc, avec le temps, on a vu les études épidémiologiques montrent qu'on consomme plus de calories qu'avant, mais aussi on mange sur une fenêtre plus longue qu'avant. Mm-hmm. Donc, juste de revenir, essayer d'éviter de prendre des collations avant de se coucher, d'avoir justement ce 3 heures entre la dernière bouchée et le sommeil, puis d'essayer d'avoir au moins 12 heures sans manger pour qu'il y ait un certain ménage qui est fait durant la nuit. C'est ça, je veux dire, un temps de nettoyage, on pense Exactement. pareil. Exactement. Donc, et puis là, il y a certains patients qui sont intéressés à essayer un petit peu plus long, qui vont passer de 3 repas par jour à 2 repas par jour. Puis ça, c'est un outil, quand il y a un mode de vie actif, quand il y a une bonne qualité alimentaire, ça peut être un outil qui est quand même intéressant pour certains patients. Quand ils le tolèrent très bien, ça peut devenir là, vraiment leur permettre d'atteindre leurs objectifs de rémission du diabète. Pour le jeûne intermittent, dans le fond. Puis le recommandez-vous? Bien, comme je vous dis, c'est un outil complémentaire. Okay. C'est pas essentiel de faire du jeûne intermittent pour atteindre un bon contrôle ou une rémission du diabète. Mais chez certaines personnes, c'est que ça devient un mode de vie qui leur convient mieux, qui leur permet d'avoir un apport calorique qui est plus correspondant à leur santé. Donc, on va parler de chrononutrition, comme je disais tantôt, le 12 heures. Puis chez certains patients, quand la qualité nutritionnelle est déjà bien en place, le mode de vie actif est bien en place, bien, c'est un outil qui peut être ajouté pour aller raffiner encore, optimiser encore. Mais si la personne, ça ne l'intéresse pas et que elle a faim ou elle ne tolère pas, là, c'est pas du tout essentiel. De personnaliser, finalement. Personnaliser, exactement. Fait que là, on a dit qualité des aliments, on a parlé de moments à laquelle on mangeait, de faire au moins une pause de 12 heures, incluant le sommeil. Ça serait quoi, rapidement, les 2 autres piliers? Oui, il y a le troisième. Le 3. Oui, c'est ça. C'est l'entraînement. L'entraînement, l'activité physique. C'est consommer l'énergie qu'on vient d'ingérer. Tu sais, je veux dire, comme tu disais, on a besoin toutes nos cellules, notre cerveau a besoin de sucre pour fonctionner, mais pour qu'on utilise ce sucre-là, il faut stimuler nos muscles puis nos organes. Oui, bien, effectivement, puis c'est tellement important parce que dans n'importe quelle perte de poids, que ce soit avec les médicaments, on parle beaucoup des nouveaux médicaments pour la perte de poids, que ce soit avec une restriction calorique importante, là, il faut qu'il y ait de l'entraînement si on ne veut pas perdre de masse musculaire. Exact. Puis c'est tellement important, cette chose-là, parce que sinon, après 9 mois, on va avoir perdu du poids, mais on va aussi avoir perdu du muscle. Et puis là, le métabolisme va diminuer et on va reprendre le poids, ou du moins, on va avoir un plateau, puis on ne sera pas capable d'atteindre nos objectifs. Et donc, le maintien de la masse musculaire, c'est un défi là, en perte de poids et en amélioration du métabolisme. Il faut quand même, nous, ce qu'on suggère idéalement, c'est au moins 3 séances par semaine, au moins d'1 heure, avec une activité aérobique et en musculation. Donc, on a des kinésiologues qui vont voir les patients, qui vont leur donner un programme personnalisé. Puis, c'est quand même un pilier important d'y aller de façon un petit peu plus intense. Là. C'est un pilier important pour toutes les autres problématiques de santé. On parlait, par exemple, d'ostéoporose aussi. Tu sais, le muscle est vraiment essentiel. On serait rendu à un segment spécial, le segment, notre question OIQ, donc de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Oui, on y va. Dans ta pratique, dans le fond, en fait, on le sait, là, la mission de l'OIQ est de protéger le public. Toi, dans ta pratique, comment tu t'y prends pour protéger le public
à tous les jours? Oui, c'est... c'est sûr qu'en nutrition, en entraînement, c'est toujours des choses... il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées dans les médias, sur les réseaux sociaux. Souvent, les patients m'arrivent avec des questions ou sont intéressés à essayer justement jeûne intermittent ou jeûne plus prolongé ou même le low carb, la diète cétogène ou des choses comme ça. Puis, c'est sûr que moi, je veux leur donner une information qui est juste, qui est basée sur la science. Nous, notre programme n'est pas basé sur ce type d'approche-là. Mais en même temps, ce que je trouve, c'est que il faut garder le lien de confiance. Puis c'est un petit peu ça qui guide un peu ma pratique, puis que je trouve qui est plus sécuritaire, c'est de pas juste dire, de me braquer, puis de dire, nous, c'est pas ça, puis la science dit pas ça, mais de rester ouvert parce que les patients, ils essayent ça pour être mieux. Puis des fois, ils sont vraiment mieux. Puis, à quelque part, il faut, je pense, y aller avec un peu d'humilité qu'on ne sait pas tout. Puis la science est en pleine effervescence sur la nutrition et une nutrition plus personnalisée. Et donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on va apprendre encore. Et puis, les patients ont une expérience, une expertise de leur santé incroyable. Ils sont 24 heures sur 24 sur 24 avec eux-mêmes. Ouais. Et puis, ce que je me suis aussi aperçue, c'est que si je me braque puis je suis pas à l'écoute de ce qu'ils vivent ou leurs intérêts, ils vont le faire tout seuls. Puis moi, si, mettons, par exemple, ils font une diète cétogène, mais je veux quand même être là pour leur dire, est-ce que vous choisissez des bons gras? C'est quoi les différents types de gras? Faire un bilan lipidique, leur expliquer que des fois, le bilan lipidique chez certaines personnes s'améliore, puis chez d'autres, non, parce qu'il y a des aspects génétiques. Donc, je pense que c'est gagnant de rester quand même ouvert à ce que le patient veut essayer. Là. Super intéressant. Puis en même temps, on a une expertise scientifique. Hein? Tu as fait beaucoup de recherches. Fait que cette portion-là de nos compétences, de peut-être aller lire sur le sujet, puis d'être capable d'aller trouver une information qui est juste, puis de l'informer, puis de le guider, c'est quelque chose qui peut être, en fait, qui est sécuritaire de faire. Là. Fait que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Une bonne réponse. Nos mots-clés, ça serait quoi les mots-clés qu'on pourrait dire à nos auditeurs de ne pas oublier de ce petit balado-là en termes de diabète? On a dit beaucoup de choses. La rémission, c'est possible. Ça, c'est fascinant. Peut-être aussi que le diabète, c'est aussi c'est génétique et c'est lié aux habitudes de vie. Mais il y a un aspect génétique, donc si on n'est pas capable de renverser complètement notre diagnostic de diabète de type 2, il ne faut pas non plus se mettre de la pression avec ça. Des fois, la meilleure option pour nous, c'est médicaments et habitudes de vie ensemble. Et puis... je trouve ça excellent, qu'est-ce que tu mentionnes. Fait que c'est de combiner, en fait, le meilleur médicament, puis je le dis tout le temps, je pense que c'est les habitudes de vie. Beaucoup de prévenir au lieu d'être toujours dans la guérison, mais beaucoup de prévenir dès le jeune âge, qui est un élément gagnant pour la santé sur le long terme. Oui, je pense qu'à tort, on évite à dire que c'est la génétique. Puis c'est vrai, il y a une partie génétique, mais la génétique, elle évolue pas si vite que ça. La rapidité à laquelle le diabète prend la place dans la population est plus rapide que ce que nos gènes vont se transmettre d'une génération à une autre génération. Fait que je pense que c'est bien de le garder en tête, mais il y a une grosse part de responsabilité qui nous revient en termes d'habitude de vie, puis on en parle, mais c'est la clé du succès. Alors, merci vraiment beaucoup, Valérie. Avec plaisir. D'avoir pris ce temps-là. Félicitations pour tes projets, pour ton travail. J'espère que le diabète est plus clair pour vous à la maison, puis que vous pouvez vous mobiliser. Puis beaucoup, le volet modifiable est super important. Puis de personnaliser pour nous, comme professionnels de la santé, on va personnaliser aussi nos interventions pour chaque personne qui est en avant de nous. Fait que parlez-en avec vos IPS, parlez-en avec vos médecins de famille. On va mettre les liens, les informations de Valérie du Centre EPIC pour ceux que ça intéresserait. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, suivez-nous sur les réseaux sociaux, à l'AIPSQ pour pas manquer les épisodes, pour encourager notre projet. Puis d'ici là, prenez soin de vous.